Bonjour, bienvenue à cette première séance de l'année du cycle de séminaire du Centre d'Alembert. Cette année, le Centre d'Alembert a 50 ans et l'intelligence artificielle, elle, a encore plus que 50 ans. Elle a été à la mode depuis plusieurs dizaines d'années. Elle revient à la mode depuis quelques années. On ne cesse de parler d'intelligence artificielle. Il y a eu une très récente conférence cette semaine qui réunissait des chefs d'État, des chefs d'entreprise et qui parlait d'intelligence artificielle. Et en écoutant ce qui se dit, on a l'impression que l'IA est devenue une solution à beaucoup de problèmes. Elle peut servir d'aide à la décision, elle sert à accélérer les prises de décision, par exemple, déjà parce qu'elle est plus rapide que les décisions collectives. Elle doit permettre aussi de réduire les erreurs potentielles, notamment lors des diagnostics médicaux. Elle permettrait normalement de faire les bons choix là où la rationalité de tout un chacun peut amener à faire des erreurs. L'IA peut aussi permettre d'échapper à des tâches rébarbatives, hein, c'est ce qui est dit. L'IA résoudrait à tout un tas d'activités automatiques, hein, les remplacerait et donc nous aiderait, nous, êtres humains, à, à ne pas dédier notre temps à ces tâches ennuyeuses. L'IA doit permettre aussi de faire des économies en allant plus rapidement et en exécutant ces tâches automatiques. Donc avec l'IA, il s'agit de faire des choses plus vite, une traduction, la rédaction d'un rapport, d'un résumé, d'un compte-rendu. L'IA fait partie des technosolutions qui sont, depuis plusieurs dizaines d'années, proposées. Ça fait partie de l'éventail des technosolutions. À l'intérieur des recherches sur l'IA, il y a les recherches académiques. Et les recherches académiques sur l'IA s'inscrivent souvent, pas toujours, mais souvent, dans une optique de transformation du monde. Par exemple, lorsqu'il s'agit de faire un meilleur diagnostic médical, qui permettra de mieux soigner les gens, mieux soigner les patients, ou de prendre une bonne solution lorsqu'il s'agit de dépolluer un sol avec des polluants complexes. L'IA donc est une promesse technoscientifique et elle engage le présent, elle engage les financements actuels de la recherche et elle engage aussi le futur sur une route qui est tracée dès à présent si on engage beaucoup de financements et toute une batterie de technologies dans cette orientation. Inversement, l'IA est aussi une source de crainte hein, et un certain nombre de critiques s'élèvent contre l'IA. Il y a une crainte de destruction d'emplois, d'une destruction d'emplois et donc d'un coût social important de la mise en place de l'intelligence artificielle. Il y a une crainte d'une propagation importante des stéréotypes, voire de leur amplification, des stéréotypes de genre, de race. Il y a une crainte de reproduction sociale en utilisant des algorithmes automatisés de sélection, y compris de sélection des étudiants. Et puis, donc, il y a une critique qui est faite à l'IA finalement de ne pas supprimer le travail avilissant, mais au contraire de produire du travail avilissant, notamment pour les travailleurs du clic, qui entraînent l'apprentissage de ce type d'outils. Il y a des critiques sur le coût environnemental du fonctionnement global de l'intelligence artificielle.
en termes de bilan carbone, de matières nécessaires au fonctionnement des serveurs. Donc, voilà, il y a deux côtés de l'IA et donc tout un tas de questions qui se posent à nous. Est-ce qu'il va y avoir une transformation profonde des structures socio-économiques générées par l'IA ou finalement le fonctionnement actuel va se poursuivre tel qu'il existe déjà et depuis plusieurs dizaines d'années. Donc, pas de changement finalement de nature par rapport à ce qui existe déjà à cause de l'IA. Est-ce qu'en recherche, est-ce que l'IA n'est qu'un moyen d'accéder plus facilement à des financements ou est-ce que ça nous permet vraiment d'acquérir de nouvelles connaissances? Est-ce que l'IA transforme vraiment en profondeur la recherche? Est-ce qu'elle peut le faire? Notamment, quand on utilise l'IA, quelles sont les incertitudes qui sont générées dans les estimations? Quelle est la reproductibilité d'un résultat obtenu avec une IA? Quel droit d'auteur, quelle citation des sources quand on utilise les intelligences artificielles? Et puis, éventuellement, quel degré de responsabilité découle de l'usage de l'IA? L'IA, quand on l'utilise en recherche, donc elle est aussi susceptible d'utiliser nos méthodes de validation des preuves si on travaille, par exemple, plutôt et quasiment exclusivement avec des données massives, avec de la corrélation plutôt que d'autres types de preuves. Est-ce que ça ne va pas gagner l'ensemble de la sphère scientifique et devenir le mode de raisonnement prédominant? Est-ce que ça ne transforme pas nos manières de penser, d'utiliser de l'IA à partir du moment où son utilisation potentiellement peut se généraliser? Donc, la question, c'est est-ce que l'IA va changer de façon profonde nos pratiques et nos modes de pensée? Et lors de cette première séance, on a décidé d'inviter Daniel Handler et Fabrice Flippo pour dresser un panorama assez général de l'intelligence artificielle. Donc, Daniel Handler est philosophe des sciences. Il a fait une carrière, un début de carrière en mathématiques, puis en philosophie des sciences. Et il s'est intéressé à l'intelligence artificielle proche de sa création dans les années 60, 60-70. Et puis Daniel Handler donc a une brillante carrière. Il a été membre de l'IUF, il est membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Et donc, ça va être le premier intervenant. Et à la suite de son intervention, il y aura quasiment tout de suite l'intervention de Fabrice Flippo et on pourra débattre et poser des questions aux deux intervenants à la fin de ces deux interventions. Je donne tout de suite la parole à Daniel Handler qui s'est fait mal dans une chute ce matin, mais qui courageusement est venu jusqu'à nous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est une très bonne introduction, je trouve, et je trouve vraiment très intéressant qu'il y ait ces 6 séances. On pourrait en ajouter 5 ou 6 de plus, une sur l'éducation, une sur le droit, une sur l'art de la guerre, etc. Plus je travaille sur l'IA, plus je m'aperçois que une fois qu'on a fait un peu le tour des généralités, ce que je vais faire devant vous de manière très résumée,
ça devient vraiment intéressant quand on regarde l'application de l'IA dans les différentes sphères d'activité et dans les différents métiers. Et que c'est là qu'on commence à toucher du doigt les avantages et les inconvénients de différents types d'IA, etc. Mais enfin, il faut quand même un petit peu généraliser. L'intelligence artificielle, ce qu'elle vise, ce qu'elle fait. J'ai aussi peut-être un peu mal formaté la durée, donc je déclenche mon ordinateur, mon chronomètre, pour ne pas trop dépasser. Alors, je commence de manière très narcissique par vous parler de mon livre, qui est ici, si vous voulez le feuilleter, dont il y a une traduction en italien, une traduction en arabe et une traduction en chinois bientôt. C'est un livre qui est sorti il y a 1 an et demi et j'ai la chance qu'il ne soit pas dépassé parce que au moment où je m'apprêtais à le livrer à l'éditeur, ChatGPT est sorti. Alors j'ai dit, oula, il faut que je recommence tout, pas recommencer tout, mais j'ai pu largement tenir compte de ChatGPT, l'IA générative, donc il n'est pas encore dépassé. Alors, l'IA, c'est un objet mal identifié. Plus je circule d'une conférence à l'autre et d'un public à l'autre, plus je m'aperçois à quel point il y a, disons, des différences de perception sur ce qu'est l'IA. Alors, rapidement, est-ce que l'IA, c'est ChatGPT? Alors, pour beaucoup de gens, oui, l'IA, c'est ChatGPT parce qu'ils ont commencé à parler d'IA au moment où ChatGPT est sorti. Et même quelqu'un m'a demandé comment vous avez réussi à faire un bouquin de 300 pages en quelques semaines, puisqu'il est sorti quelques semaines ou quelques mois après ChatGPT. Oui, non, mais j'ai travaillé depuis 4 ans, en fait, parce que l'IA, c'est beaucoup plus ancien que ChatGPT. Donc, chronologie, une préhistoire d'environ 4 siècles. On trouve effectivement chez Hobbes, chez Leibniz, etc., des idées déjà qui sont assez proches de celles de l'IA, qui annoncent, qui préparent l'IA. Il y a des prémices, disons, d'il y a à peu près 90 ans, au moment où la logique mathématique s'est réveillée d'un long sommeil et a engendré essentiellement Turing et compagnie. Naissance officielle il y a 70 ans, 1956. Et quant aux antécédents de ChatGPT qui rend donc l'intelligence artificielle mondialement célèbre et qui fait venir donc des chefs d'État à Paris en 2025, ça a à peu près 40 ans. Donc d'une part, la chronologie montre bien que l'IA ne se résume pas à ChatGPT, et puis c'est beaucoup trop strict, c'est-à-dire il y a toutes sortes d'autres systèmes et philosophies, etc., qui relèvent de l'IA et qui sont très différentes de ChatGPT, j'y reviendrai bientôt. Alors, une autre idée qu'on pourrait avoir, c'est que l'IA, c'est tout ce qui fait marcher la numérisphère. Ce que j'appelle, moi, la numérisphère, c'est, disons, le numérique, l'univers du numérique, avec les réseaux sociaux, avec Internet, tout ça. Tout ce qui dépend, en quelque sorte, du numérique. Et au fond, l'IA est vue souvent comme ce qui est, au fond, le moteur, ce qui fait que ça marche, quoi. Et ce n'est pas vraiment non plus le cas. Il y a beaucoup de choses dans la numérisphère qui ne relèvent pas de l'IA du tout, enfin, qui relèvent plutôt de la communication, les plateformes, même s'il y a ensuite de l'IA dedans, fondamentalement, une plateforme, c'est une mise en rapport d'un fournisseur et d'un client. Et c'est vraiment une question de communication, ce n'est pas du tout une question d'intelligence artificielle. Les datas elles-mêmes, dont on sait que sans data, il n'y aurait pas d'IA, c'est vrai, mais n'empêche que ça ne fait pas des datas en soi de l'intelligence artificielle. Internet qui combine un petit peu les deux, ce n'est pas de l'IA, mais évidemment, sans IA, il n'y aurait pas l'Internet aujourd'hui. Alors, on peut se dire que l'IA, c'est peut-être l'ensemble, au fond, des algorithmes, c'est l'informatique entière. Eh ben, pas non plus, parce qu'au fond, c'est trop large. On n'a pas envie de dire que Word ou Excel sont de l'intelligence artificielle. Alors, j'ai mis un petit de doute, parce que je pense qu'au moment où Word et Excel sont sortis, peut-être certains auraient été tentés d'appeler ça de l'intelligence artificielle. Après tout, ça fait fort bien d'ailleurs ce qui, chez l'être humain, exige de l'intelligence. Mais en même temps, c'est trop étroit, notamment, il n'est pas la seule raison, mais qu'il y a la robotique, qui est maintenant la robotique intelligente, ce qu'on appelle parfois maintenant l'expression nouvellement à la mode l'IA physique, qui n'est pas simplement de l'algorithmique. Donc, alors, bon, je passe là-dessus, mais je n'ai pas le temps. L'IA est-elle une collection ouverte de systèmes informatiques astucieux?
Alors, le problème, c'est que astucieux, ça semble bouclé sur l'idée d'intelligence, disons, plus astucieux que ceux qui existent depuis longtemps. Par exemple, Excel et Word, ça existe depuis trop longtemps pour être considéré aujourd'hui comme astucieux, mais après tout, peut-être moins astucieux que ceux qui existeront demain. Donc, ce que nous appelons aujourd'hui IA, peut-être demain sera considéré comme de routine. D'ailleurs, je crois que mon autre intervenant a un peu cette idée-là, c'est que tout ça va se tasser, enfin, il nous le dira lui-même, et que demain, on va arrêter d'appeler ça de l'intelligence artificielle. Alors, en réalité, il n'y a pas vraiment de frontières, il faut le savoir, c'est comme ça, entre les systèmes d'intelligence artificielle et, disons, les autres systèmes informatiques, ceux qui ne relèvent pas ou dont on n'a pas l'habitude de dire qu'ils sont de l'intelligence artificielle. Alors, encore une autre façon de dire ce qu'est l'IA, puis c'est quand même une question que les gens se posent tout naturellement, on peut donner une liste d'exemples. Alors, on dit ChatGPT, on dit tel algorithme dont on a eu connaissance. Ce qui, évidemment, remplit un petit peu la mission de dire ce que c'est, mais pas vraiment, parce qu'on ne voit pas ce qui rassemble en quelque sorte ces différents systèmes. Alors on peut aller aussi chercher dans les organismes officiels qui s'occupent de l'IA et qui font des rapports sur l'IA et qui font de la prospective de l'IA. Alors il y en a des tas. Je sors celui de l'OCDE, c'est un des rapports les plus respectés, celui de 2019. Et ils disent que donc un système d'IA est un système basé sur la machine qui, en tenant compte d'objectifs explicites ou implicites, induit à partir de l'input qu'il reçoit, comment générer des outputs tels que des prédictions du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer des environnements physiques ou virtuels. Et différents systèmes d'IA varient dans leur niveau d'autonomie et d'adaptivité après leur déploiement. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Moi, j'aime bien ces définitions parce qu'elles sont drôles. Parce que si vous ne savez pas déjà un petit peu ce qu'est l'IA, vous n'allez rien comprendre à ça. Et j'ai d'autres exemples encore plus frappants, mais que je vous épargne parce qu'on n'a pas le temps. Alors, je pense qu'il faut revenir un petit peu à l'histoire. Moi, je ne suis pas un historien des sciences, mais je trouve que de temps en temps, l'histoire peut nous aider à y voir clair. Selon moi, l'IA, c'est tout simplement le projet des années 1950, à savoir faire une machine pensante, intelligente au sens propre. Pas de trait d'union, pas de guillemets, une machine intelligente. Alors voici deux citations de deux des 4 ou 5 pères principaux de l'intelligence artificielle, ceux dont la réunion en 1956 à Dartmouth a créé à la fois l'expression et la discipline, le programme de recherche. Donc Herbert Simon nous dit tranquillement en 1957, il existe désormais dans le monde des machines qui pensent, qui apprennent et qui créent. Et de plus, leurs performances en la matière vont augmenter rapidement jusqu'au moment où, dans un avenir prévisible, tout problème auquel l'esprit humain s'est appliqué sera à leur portée. Alors, cette citation est remarquable à plusieurs titres. D'abord, Herbert Simon, ce n'est pas un prospectiviste fou, ce n'est pas une espèce de tournesol. Herbert Simon est un très grand esprit, un des plus importants penseurs des sciences humaines et sociales du XXe siècle. Il a eu le prix Nobel d'économie, il a eu le prix Turing d'informatique. C'est un grand monsieur, c'est un vrai penseur. Et il est très étonnant que ce monsieur ait cru possible de dire en 1957 qu'il existe aujourd'hui des machines intelligentes, alors que 80 ans ou 77 ans plus tard, ou je ne sais plus quoi, 58 ans plus tard, 78 ans plus tard, ces machines n'existent toujours pas. Mais c'est intéressant en soi. Quant à Marvin Minsky, qui a été le pape de l'intelligence artificielle, lui aussi l'un des membres fondateurs, le pape de l'intelligence artificielle à MIT dans les années 60, 70 et 80, il nous dit que d'ici 3 à 8 ans, il est un tout petit peu plus modéré que le collègue Simon, nous aurons une machine dotée de l'intelligence générale d'un être humain moyen, je veux dire une machine qui sera capable de lire Shakespeare, de lubrifier une voiture, de naviguer dans les intrigues de bureau, de raconter une blague, de se bagarrer. Et à ce moment-là, la machine commencera à s'éduquer elle-même à une vitesse fantastique et en quelques mois, elle aura atteint le niveau du génie et quelques mois plus tard, ses pouvoirs sont incalculables. Donc vous voyez, ces deux messieurs qui sont quand même de grands esprits, ce ne sont pas des cinglés, disons, pour le dire vulgairement, nous disaient ça donc il y a déjà 70 ans. Or, aujourd'hui, c'est ce qu'on entend à nouveau.
C'est intéressant, non? Alors, le problème, donc, de définir l'intelligence artificielle de cette manière-là, comme font Simon et Minsky, c'est que ça n'existe pas. Donc, si dire que l'IA, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose qu'on rêve, c'est pas très productif non plus. Donc, moi, je révise donc la définition que j'ai commencé à proposer. L'IA, c'est tout ce qui est issu du projet ou du rêve historique des années 50, à savoir faire une machine pensante, intelligente au sens propre, et en particulier capable d'apprendre par exposition à l'expérience, car ça, c'est une dimension fondamentale dans toute l'histoire de l'intelligence artificielle, y compris à partir du célèbre article de Turing de 1950, qu'il faut, ces machines-là ne vont pas devenir intelligentes spontanément, elles vont apprendre à partir de l'expérience. Voilà. Alors, donc, tout ce qui est issu de ce projet fait, à mon avis, partie de l'intelligence artificielle. Alors, comment est-ce qu'on passe du rêve au programme de recherche? Alors, le premier geste, le geste décisif de Turing, donc il y a cet article très célèbre dans la revue Mind de 1950, qui est très connu, que vous trouverez facilement, qui est dans d'innombrables anthologies et puis qui est surtout sur Internet. L'idée fondamentale qui a permis de passer d'un rêve à un programme de recherche, c'est de laisser de mettre entre parenthèses des questions apparemment inabordables qui relèvent de ce que j'appelle l'intériorité. C'est une sorte de façon de résumer ce que ces choses ont en commun. Elle se réfère à quelque chose dont nous savons introspectivement que ça occupe notre conscience, la présence, l'œil intérieur, nous donne en tout cas l'impression, peut-être est-ce une illusion selon certains philosophes, mais nous donne en tout cas, nous, hommes, êtres ordinaires, l'impression que nous avons une vie intérieure, nous avons une pensée à quelque chose qui se passe à l'intérieur, et ça, il faut, selon Turing, le conseil méthodologique fondamental de Turing, c'est de mettre ça de côté. Donc, par intériorité, on peut entendre en particulier le sens, ce que les philosophes appellent l'intentionnalité. On dit souvent que les machines ne savent pas de quoi elles parlent. Donc, nous allons laisser de côté pour l'instant la question de savoir si elles savent ou ne savent pas de quoi elles parlent. La conscience, la pensée comme un flux mental, comme quelque chose comme une activité mentale, ou l'intelligence au sens, dans un des nombreux sens d'intelligence, parce que l'intelligence c'est un peu une énigme, hein, c'est ce qu'annonce le titre de mon livre, donc quelque chose comme la compréhension, la lumière qui se produit au moment où nous comprenons une sorte de perception des choses immatérielles, le regard que nous portons sur les choses immatérielles. Oublions tout ça. C'est pas, nous ne nous prononçons pas sur la question de savoir si ça existe, si ça n'existe pas, si c'est important ou pas, nous laissons de côté. Et nous reformulons l'objectif en termes de comportement. Et nous constatons que l'intelligence se manifeste par des comportements spécifiques qui sont, dans beaucoup de cas, même s'il y a des zones grises, facilement identifiables. Et nous acceptons volontiers que ces comportements sont produits par des mécanismes cognitifs internes. Nous nous rendons compte qu'il y a une sorte de mécanique intérieure qui nous permet de passer, par exemple, de prémices à des conclusions, de nous rappeler d'un certain nombre de choses, de chercher le sens d'un mot et ainsi de suite. Donc, ces mécanismes cognitifs internes. Et donc, nous allons nous replier sur une IA, disons, sobre. Nous allons donc renoncer à une IA forte qui serait une IA dotée d'une pensée pensante avec compréhension et conscience, une IA qui serait semblable à la nôtre. Nous renonçons à cette idée qu'il faut que ça ressemble à l'humain. Nous renonçons à une IA générale, et ça c'est important parce qu'on y revient justement aujourd'hui. Une IA générale, c'est une IA c'est une bonne à tout faire. Notre intelligence, en tout cas c'est notre impression, nous trompons peut-être, est une bonne à tout faire. C'est la même intelligence qui nous permet de venir de la gare d'Orsay au plateau et qui me permet à moi d'essayer de faire sens à partir de mon transparent et qui vous permet à vous de comprendre ou d'essayer de comprendre ce que je dis, même si ce n'est pas bien formulé, ainsi de suite. C'est la même intelligence, donc une intelligence générale. Nous allons renoncer à faire une IA autonome, c'est-à-dire indépendante des serveurs humains, et qui vont lui fournir en quelque sorte à la petite cuillère un certain nombre d'éléments.
Surtout, nous allons renoncer à une IA qui serait dotée d'une sorte de propriété particulière, une intelligence, un peu l'équivalent de l'âme, si vous voulez, une poudre de perlimpinpin qui ferait d'une machine bête, comme ça, une machine intelligente. Tout ça, on le laisse de côté et nous focalisons, nous nous donnons comme objectif, donc dans cette première période historique de l'intelligence artificielle, nous donnons comme objectif une IA qu'on appelle parfois faible ou une IA étroite qui s'acquitte de tâches intelligentes sans avoir besoin d'intelligence et qui simplement se contente d'automatiser les processus humains. Et là, c'est la chose importante, domaine par domaine, tâche par tâche. Donc, c'est une intelligence, si vous voulez, entre guillemets, du coup, qui est spécialisée. Alors, le bilan de ce démarrage historique, c'est qu'au fond, l'IA, dès le début, et va continuer d'avoir un double visage. Donc, d'une part, le projet, c'est je fabrique une machine pensante, parce que même si on a renoncé à cette ambition, elle reste en quelque sorte dans les coulisses, en cadre général. L'autre objectif, celui dont je viens de parler, c'est d'automatiser un certain nombre de tâches cognitives. Et puis, il y a ce que j'appelle la salle des machines, c'est-à-dire l'idée que tout ça, ce sont des propriétés, ça émerge d'un système de traitement de l'information, avec l'idée que l'esprit humain est aussi, à sa manière, un système de traitement de l'information. Là, on essaye de fabriquer un système de l'information sur des bases physiologiques et physiques différentes. Alors, comment est-ce qu'on passe de cette conception générale du programme de recherche, comment on passe à l'exécution? Alors là, il y a, en simplifiant, deux grandes stratégies. La stratégie, d'abord, ce que j'appelle symbolique, qui s'appelle symbolique, on appelle ça l'intelligence artificielle symbolique. La cognition est vue, la cognition, c'est-à-dire l'opération du mental, en quelque sorte. La cognition, c'est une sorte de logique généralisée qui opère sur des pensées au sens courant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qui opère sur les pensées au sens courant? Ça veut dire la chose suivante. Quand vous êtes en train de résoudre un problème, le problème que j'ai, moi, de passer à la pharmacie pour qu'ils essaient de me faire un pansement correct. Je me dis, bon, ben, je vais rentrer, je vais prendre le train à Orsay. Le train va m'amener à la gare du Luxembourg. À la gare du Luxembourg, je vais descendre. Je sais qu'il y a une pharmacie pas très loin et j'entrerai dans la pharmacie et je leur demanderai s'ils peuvent refaire le pansement. Voilà. Donc, ça, c'est des idées, des pensées au sens ordinaire qui me viennent consciemment. Et je les combine de manière à développer une stratégie, un plan pour résoudre le problème de cette plaie au genou. Et donc, la cognition est vue essentiellement comme ça, en plus compliqué, sur des tas de sujets, etc., etc. Donc, du côté humain, si vous vous intéressez à l'humain, et c'est une bonne idée de vous intéresser à l'humain parce qu'après tout, vous cherchez à imiter l'humain, même si vous acceptez que ce soit différent, bah, vous devez quand même avoir un point de référence. Hein. Donc, du côté humain, comprendre comment le système de traitement de l'information qu'est la cognition humaine, disons le système nerveux central, parvient à raisonner. Comment est-ce que je suis arrivé, mon cerveau a réussi à enchaîner, à faire venir ces pensées pertinentes, à les enchaîner de manière à me faire aboutir à un plan d'action pour régler le problème de ce petit bobo. Donc voilà, ça c'est un aspect du programme de recherche, et la phase mécanique consiste à reproduire ce fonctionnement sur un ordinateur. Et donc, au fond, c'est deux faces de la même pièce. Donc, l'intelligence artificielle des débuts, dite classique ou symbolique, a consisté à prendre les deux problèmes dans un même mouvement. L'intelligence artificielle des années 50, 60, 70 se voyait comme ce qu'on appelle aujourd'hui aussi les sciences cognitives. Quand on s'occupait du côté humain, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences cognitives, expression qui est arrivée beaucoup plus tard dans l'histoire de la discipline. Et puis quand on s'occupait de reproduire ça dans une machine, eh bien, c'était de l'intelligence artificielle. Et la méthode était, pour le dire de manière très simple,
vous regardez par introspection, par les méthodes classiques de la psychologie expérimentale, vous regardez comment un être humain joue aux échecs ou au jeu de Marienbad ou au tour d'Hanoï ou planifie son projet, son parcours, son prochain itinéraire pour rentrer chez lui. Vous regardez comment ça se passe, et une fois que vous en avez eu une image suffisamment claire, vous traduisez cette image claire en un programme informatique. Vous faites tourner le programme informatique sur la machine. S'il vous donne le résultat voulu, par exemple une machine qui gagne au jeu des tours de Hanoï, eh bien, vous avez, sous forme d'un programme informatique, une théorie correcte de comment l'être humain résout le problème des tours de Hanoï. Et si ça ne marche pas, eh bien, vous revenez, vous remettez l'ouvrage sur le métier et vous regardez de plus près comment on résout, nous, le programme des tours de Hanoï, le problème des tours de Hanoï, et vous corrigez donc votre protocole, vous traduisez par un programme informatique que vous faites tourner et au bout d'un certain temps, vous convergez. Vous avez donc à la fois une théorie cognitive de la résolution de ce problème-là par l'être humain et une machine qui va en faire autant. Alors, le problème de ce magnifique programme, qui était loin d'être bête, c'est qu'il a essentiellement échoué. Et si on compte que la citation de Minsky était de 1970 et qui dit entre 5 et 8 ans, alors on lui donne 8 ans pour être généreux, on arrive à 1978 et on est pile au milieu de ce qu'on appelle le premier hiver de l'IA. Alors c'est une expression en quelque sorte technique, c'est le moment où il n'y a plus eu de fonds pour alimenter les recherches, pour financer les recherches en IA. Et il n'y en a plus eu parce que les gens qui donnaient l'argent, à savoir essentiellement les services militaires américains et britanniques, ont décidé que décidément ça ne marchait pas très bien. Et donc, ils ont arrêté d'alimenter le programme et donc l'IA a traversé un premier hiver. Alors, il y a eu, cet hiver a été suivi d'un bref été associé à l'expression des systèmes d'experts. Alors, certains d'entre vous, certains parmi les auditeurs sont assez vieux pour se souvenir de ce qu'étaient les systèmes experts. Je ne vais pas en parler. Je mentionne simplement donc qu'il y a eu ce deuxième boom. Il y a eu donc le premier boom dont j'ai parlé jusqu'à présent, qui était le développement de ce qu'on appelait la good old-fashioned artificial intelligence, c'est-à-dire la bonne vieille intelligence artificielle symbolique, qui a traversé un hiver, et puis il y a eu un deuxième boom, celui des systèmes experts, donc au milieu des années 80, et qui s'est également effondré. Et donc l'IA a traversé un deuxième hiver, et puis il y a eu un troisième boom, qui est celui, en gros, du machine learning, du connexionnisme, du deep learning, dont je vais vous parler maintenant, et vous voyez que ça commence en fait dès les années 80, mais ça ne sort vraiment de l'obscurité que dans les années, à toute fin des années 1990, surtout au début des années 2000. Donc c'est là un peu la troisième phase. Donc entre le milieu des années 80 et l'année 2012, je vais vous dire pourquoi je pense particulièrement à l'année 2012, il y a véritablement un changement d'équipe, si je veux, que j'ai illustré de cette manière-là, qui n'a pas été particulièrement pacifique. Ça a été en fait une lutte assez féroce entre deux communautés ou deux sous-communautés, ceux qui défendaient le paradigme symbolique, qui avaient été en quelque sorte les maîtres du jeu dès la fondation de la discipline, et puis les connexionnistes, ce qu'on appelait à l'époque les connexionnistes, les spécialistes des neurones, des réseaux de neurones, qui ont pris les choses en main à partir du milieu des années 80. Il y a eu un livre très célèbre qui a joué un rôle énorme, aussi bien dans les sciences cognitives qu'en intelligence artificielle, qui a vraiment marqué le tournant. Et 2012, parce que un modèle de reconnaissance d'image produit par des méthodes du nouveau paradigme, par les méthodes connexionnistes, les méthodes en réseau, a remporté une victoire écrasante sur les modèles traditionnels. Et pratiquement du jour au lendemain, la discipline d'intelligence artificielle s'est complètement convertie, c'est comme passer du catholicisme au protestantisme, mais très rapidement, parce qu'après tout, on est dans une science d'ingénieur, et passer donc au nouveau modèle. Donc, ce tournant connexionniste, qui vient en fait de très loin dans l'histoire des sciences,
et qui prend effet donc sur ces 30 années, entre le milieu des années 80 et le début des années 2000. Alors, je voudrais rapidement essayer de caractériser, ça c'est quelque chose que curieusement dans des exposés élémentaires on ne fait pas, mais je trouve que c'est un tort parce que c'est la clé pour comprendre où on en est aujourd'hui. Tout oppose le point de vue connexionniste du point de vue symbolique. Premièrement, les connexionnistes, la nouvelle méthode, la nouvelle approche en intelligence artificielle, laisse tomber la personne qui raisonne. La personne qui raisonne, c'est la personne dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est Daniel Handler qui se demande comment il va atteindre une pharmacie pour changer son pansement. Donc, il y a des pensées conscientes, des pensées qu'entretient une personne normalement constituée, et qu'il enchaîne, il raisonne sur ces pensées conscientes de manière à développer un plan pour atteindre cette pharmacie. Et au contraire, laissons donc ça et inspirons-nous plutôt du cerveau, et le cerveau qui est très différent d'une personne, et c'est le cerveau qui perçoit. Et percevoir, c'est très différent de raisonner. Le cerveau qui perçoit, il traite une information, mais ce n'est pas du tout l'information, justement, que traite la personne. Quand vous percevez le visage de votre fils ou de votre maman, vous ne raisonnez pas. Vous ne savez pas du tout comment vous faites pour y arriver. Quand vous comprenez les mots que je prononce, quand moi je sors des mots à peu près compréhensibles, enfin je l'espère, je ne sais pas du tout comment je fais. L'accès lexical est quelque chose sur lequel je n'ai absolument aucun contrôle. La perception, le contrôle moteur, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles je n'ai, moi, en tant que personne, en tant que sujet conscient, absolument aucune prise. Donc, il ne faut pas du tout penser, selon les connexionnistes, à l'information qui vous vient à l'esprit en tant que personne. Il faut prendre ça à un niveau inférieur, le niveau, au fond, des neurones. Les neurones, eux, traitent des signaux électriques qui sont des formes d'information. Et donc, on n'est pas du tout cette information qu'on appelle parfois subpersonnelle ou infrapersonnelle, justement parce qu'elle n'est pas accessible à la personne. Vous n'avez pas, dans votre vocabulaire conscient, les concepts nécessaires pour décrire ce qui se passe quand vous reconnaissez ou ne reconnaissez pas un visage. Quand vous croisez quelqu'un, vous dites « je le connais déjà, mais je ne sais pas qui c'est », eh bien, vous ne pouvez pas agir, en tout cas de manière directement, en disant il faut que je rectifie mes processus cognitifs pour reconnaître cette personne. Vous espérez simplement que peut-être tout à coup, vous allez vous en souvenir, ça va vous venir tout à coup. Hein. Voilà. Donc, alors oui, juste une remarque, puisque je sais qu'il y a des physiciens dans la salle et tout le monde ici à Saclay ou à Orsay sait ce qu'est la thermodynamique et la physique statistique. En physique, nous sommes habitués, et en biologie aussi, finalement, dans toutes les sciences avancées, nous sommes habitués à jouer sur différents niveaux de description. Alors, par exemple, pour l'exemple le plus classique, bien sûr, il y a l'atmosphère ici, qui est un gaz qu'on va supposer parfait, et il fait à peu près 19 degrés. Donc ça, c'est une description dont se charge la thermodynamique. Mais une autre description, c'est celle de la physique statistique, qui nous parle d'une agitation de molécules de gaz parfait, éventuellement, qui s'entrechoquent et qui produisent donc par émergence cette atmosphère à 19 degrés. Et donc, on est dans le même genre de rapport. On parle de la même chose, mais à deux niveaux de descriptions différentes. Et il se trouve que l'expérience prouve aujourd'hui que le bon niveau de description, en tout cas s'il s'agit d'automatiser ou de simuler ou de reproduire, ce n'est pas le niveau de la pensée consciente, c'est le niveau infra. Et d'ailleurs, le traité du milieu des années 80 que j'ai évoqué très rapidement tout à l'heure en passant, le sous-titre de ce traité, c'est la microstructure de la cognition. On est bien donc à ce niveau micro. Alors, les machines qui traitent ce genre d'informations, ça ne doit pas être des ordinateurs de von Neumann qui, eux, ont été en quelque sorte conçus de manière à traiter les informations au sens standard, au sens personnel. Donc, l'ordinateur de von Neumann qui traite l'information séquentiellement et qui acquiert ses compétences à partir de règles communiquées par l'opérateur humain, à savoir celui qui écrit l'algorithme. Et
on remplace cette machine par ces réseaux de neurones, systèmes d'unités très simples, interconnectés, comme le sont les neurones dans le cortex, et qui fonctionnent en parallèle. Et on leur confère leurs compétences en les dressant, en les exposant à des quantités astronomiques d'exemples. Donc, d'un côté, le classique, c'est dire bah, tu fais comme ceci, tu fais comme cela, tu appliques telle règle, etc. Et le système d'apprentissage connexionniste, on ne lui donne aucune instruction, on lui dit regarde ces exemples, inspire-toi de ces exemples, on va t'en donner des tas, et tu finiras par toi-même à apprendre comment traiter les nouveaux exemples auxquels tu seras exposé. Alors, tout ça a mis un certain temps à se dégager. Je signale juste, je retiens simplement de ce transparent, et je m'arrête très vite, qu'aujourd'hui, vous n'entendez pas souvent parler de connexionnisme, sauf qu'il y a une liste d'envoi qui s'appelle encore Connectionists pour les spécialistes, mais sinon, vous entendez parler de deep learning, apprentissage profond, éventuellement d'IA générative, donc simplement pour indiquer que le deep learning, ça n'est rien d'autre que le connexionnisme des années 80, dont on a changé le nom pour des raisons strictement stratégiques, de stratégie scientifique, et qui a conduit en particulier à l'IA générative, dont relèvent les modèles massifs de langage, les fameux LLM, les chat GPT dont vous avez parlé, ainsi que les modèles multimodaux dont vous avez également entendu parler. Alors, est-ce que maintenant, je prends encore quelques minutes si je peux, est-ce que maintenant on considère que grâce à ce tournant connexionniste providentiel, qui a un peu sauvé l'IA de l'échec en réalité, est-ce que pour autant l'IA est maintenant sur le chemin de la victoire, comme l'annoncent toutes sortes de gens? Est-ce que notamment nous allons arriver, et ça il en est constamment question dans les grands messes sur l'IA et les grands manifestes, etc., nous devons nous attendre à ce que l'IA va atteindre le niveau humain, human level artificial intelligence. Et de manière concomitante, parce que c'est presque synonyme, est-ce que nous allons arriver à cette fameuse intelligence générale artificielle? Alors, notez bien, pas intelligence artificielle générale, mais intelligence générale, c'est-à-dire cette intelligence qui, comme la nôtre apparemment du moins, est la bonne à tout faire. C'est celle qui nous permet de jouer aux échecs, de planifier les vacances de la famille, etc., etc. Donc c'est la même intelligence, c'est ça une intelligence générale, bonne à tout faire, et puis elle est artificielle parce qu'elle est réalisée sur des ordinateurs. Alors vous voyez, vous avez différentes, il y a toute une petite querelle sur ce qu'est exactement l'intelligence générale artificielle, donc en anglais AGI, donc un système hautement autonome qui fait mieux que les humains dans l'essentiel des activités économiques. Donc ça, c'est la définition proposée par OpenAI, qui est une des grandes entreprises, ou bien c'est la capacité d'un agent intelligent de comprendre et d'apprendre toute espèce de tâches intellectuelles dont est capable un être humain, ou bien c'est une IA vraiment intelligente au sens des pionniers, c'est-à-dire pensants. Donc vous avez différentes, les philosophes vont éplucher ces différentes définitions. Pour ce qui nous concerne, il suffit d'avoir tout ça plus ou moins en tête, formant une sorte de nuage de conception possible, mais en tout cas une intelligence qui, à beaucoup d'égards, est l'égale et sinon la supérieure de l'intelligence humaine. Alors moi, je dis, mais sur quelle échelle? Est-ce que c'est sur l'échelle des tâches? Vous vous souvenez, là, ma tête de Janus avec les deux visages. Est-ce que c'est sur le plan de la pensée? Est-ce qu'on nous demande que, enfin, cette intelligence qui jusqu'à présent était, disons, dénuée, ou en tout cas on laissait de côté le fait qu'elle était consciente, douée de conscience, comprenait ce qu'elle faisait, était éventuellement dotée d'émotions, de ressentis, etc. Est-ce que c'est ça qu'on espère et dont on annonce la venue dès demain, ou bien simplement, de manière quand même plus modeste, est-ce qu'on demande simplement à cette intelligence d'accomplir toutes les tâches, ou encore beaucoup plus de tâches que dans la phase précédente, éventuellement mieux que des tâches dont l'homme lui-même, l'être humain lui-même, n'est pas capable.
Alors, comment, voilà. Alors, je laisse de côté la pensée pour la discussion générale, hein, peut-être la question philosophiquement la plus intéressante et la plus difficile. En tout cas, pour vous le dire rapidement, non seulement je ne pense pas que l'intelligence, les systèmes actuels soient dotés de pensée, je ne crois pas non plus qu'ils ne comprennent rien. Je crois que c'est excessif. L'intentionnalité, ce n'est pas tout ou rien. Donc, ils ne comprennent peut-être pas comme nous comprenons, mais les systèmes ont une certaine compréhension. Ils ne sont pas dans une ignorance complète de ce dont ils parlent. Mais bon, ce sont des questions un petit peu délicates qu'on n'a pas le temps d'approfondir ici. Alors, sur le plan des tâches, ça, c'est important et heureusement, c'est plus le tableau, et heureusement que vous allez justement examiner ça de manière beaucoup plus soigneuse et précise dans différents domaines. Donc, il y a deux façons de dire que les optimistes de l'intelligence artificielle, ceux qui nous en vendent le projet et le financement, etc., ou bien nous disons, ces gens-là nous disent que l'IA va poursuivre sa conquête de différents secteurs d'activité, c'est-à-dire sur sa trajectoire actuelle, sans qu'on puisse dès à présent lui assigner aucune limite. En d'autres termes, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on voit qu'elle a des applications en administration, en aide à la décision, en calcul stratégique sur le champ de bataille, en éducation, en médecine, en recherche scientifique dans différentes disciplines, en droit, etc. Donc, on voit qu'elle pénètre les différents secteurs d'activité. On voit que dans ces différents secteurs d'activité, par-delà d'éventuelles exagérations, extrapolations, en faisant abstraction des différents inconvénients et défauts de cette technologie que je connais bien, n'empêche qu'on voit qu'elle pénètre rapidement différents secteurs d'activité et qu'elles font des choses de plus en plus difficiles. Et que, voilà, est-ce que l'idée, c'est que ça va continuer, qu'on ne peut pas dès à présent dire, ah ben non, ça, ce domaine-là, on ne va pas pouvoir. Ça a été un grand sport, on a dit à un moment que les échecs, c'était trop difficile, puis les échecs, ça a finalement marché. On a beaucoup, longtemps insisté sur le fait que le Go serait inaccessible pour l'intelligence artificielle, et puis pas de chance, l'intelligence artificielle a battu un des meilleurs champions mondiaux de Go. Donc, de la même manière, cette conquête va se poursuivre sans qu'on puisse dès à présent lui assigner une limite. Ça, c'est une première interprétation de ce que c'est que la réussite de l'intelligence artificielle. Et la deuxième interprétation, c'est est-ce que l'IA va produire des systèmes artificiels intelligents capables de remplacer les humains dans toutes leurs activités professionnelles et quotidiennes? Donc, vous voyez, la distinction, elle est très importante pour moi, parce que moi, je pense, et j'aurais voulu avoir le temps de le développer, mais je vais m'arrêter de parler pour laisser la parole à mon successeur et à la discussion. Donc, je vous dis tout de suite, je vous donne ma conclusion, ce sera ma dernière slide, en fait. Je prétends que la réussite au premier sens, je ne dis pas qu'elle est fatale, peut-être que nous allons constater en réalité, d'ici 2 ans, 5 ans, 10 ans, qu'il y a des secteurs d'activité véritablement où il y a dans différents secteurs d'activité un certain nombre de tâches qui ne sont pas capables, qui ne sont pas à la portée des systèmes d'intelligence artificielle. Mais moi, je pense qu'on n'a pas aujourd'hui de raison de le penser. Donc, je reste un peu prudent, si vous voulez, mais je pense qu'effectivement, l'IA, malgré tous ses défauts et malgré, en fait, des obstacles qu'elle pourrait rencontrer, économiques, écologiques, etc. On va en parler, mon successeur va en parler. Je ne pense pas qu'il y ait de limite actuelle. En revanche, et c'est là que je m'oppose donc à l'essentiel de la profession de l'IA, et où je rejoins en fait une opinion assez courante, je ne pense pas qu'elle soit très originale, je pense que l'idée que l'IA soit en mesure de remplacer l'être humain dans toutes ses activités est totalement délirante. Elle est délirante. Ce n'est pas simplement qu'elle est légèrement fausse, elle est délirante. Et je veux juste, c'est difficile à prouver des choses comme ça, hein, il n'y a pas d'argument absolument, c'est pas moré géométrico, hein, sur des arguments conceptuels plus ou moins fragiles qui peuvent être contestés naturellement. Mais je vous propose l'expérience de pensée suivante. Demain matin, en vous réveillant,
vous allez mettre un petit système introspectif en route. Et ce système introspectif sera en charge de vous dire, là, ce que je suis en train de faire penser, ce qui me traverse l'esprit, est quelque chose dans lequel une intelligence artificielle pourrait prendre ma place. Vous allez noter les moments où vous aurez le sentiment qu'effectivement, une intelligence artificielle du même ordre que celle qui existe aujourd'hui pourrait effectivement se mettre à votre place. Et les moments où ce n'est pas le cas. Et ma thèse, qui est donc défendue dans mon livre en détail et dans différents écrits, qui est un peu le cœur de ma réflexion sur le sujet, c'est que quand il s'agit de résoudre un problème, donc le problème de refaire mon pansement à mon genou, alors là, oui, on peut imaginer qu'une intelligence artificielle à laquelle je fournirais tous les éléments pertinents, j'ai mal au genou, je suis tombé ce matin, blablabla, pourrait résoudre le problème. Elle pourrait dire, bah oui, tu vas prendre le train, il y a une pharmacie à tel endroit, tu vas t'adresser de telle manière au pharmacien pour le convaincre de te changer ton pansement. Tout à fait. Donc, chaque fois que vous rencontrez un problème, oui, une intelligence artificielle pourrait peut-être le résoudre à votre place. Mais il y a des tas de moments où vous n'êtes pas en train de résoudre un problème. Vous êtes en train de faire face à une situation, à comprendre le monde qui est devant vous, la situation dans laquelle vous êtes, et à décider de vous comporter d'une certaine manière dans cette situation, d'une manière qui est, si possible, aussi adaptée que possible. Alors, quand ce sont des choses extrêmement quotidiennes, extrêmement habituelles, vous n'êtes pas en train de vous dire « Ah mince, je suis dans la situation où le réveil vient de sonner, c'est quoi la bonne attitude dans ce cas-là ?» Ça consiste à se lever, à allumer la lumière, à aller se brosser les dents. Vous ne le faites pas parce que l'habitude s'y substitue. Il y a d'autres moments, c'est quand même, vous pourriez dire, ah oui, mais attendez, je viens d'apprendre une nouvelle terrible, ou je dois, je ne sais pas, faire des analyses médicales aujourd'hui, et donc il ne faut pas que je prenne mon petit déjeuner, etc. Donc, même dans des situations familières, il y a la bonne façon de prendre une situation. Mais dès que la situation n'est pas familière, dès que la situation est éventuellement comporte un aspect un peu existentiel, un peu dramatique, alors là, il est complètement évident que votre façon de faire face à la situation n'est pas de l'ordre de la résolution du problème. Alors ça, je pourrais éventuellement développer ce point en réponse à vos questions, mais je dois m'arrêter, j'ai déjà parlé beaucoup trop longtemps. Je vous remercie de votre attention.